Les collectifs intentionnels n'échappent pas à cette règle-là, c'est-à-dire qu'on arrive tous plus ou moins avec les mêmes casseroles en fait. Et du coup, ce qui va se cristalliser, ce sont aussi des enjeux. Donc la difficulté, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on pourrait prendre conscience de ça suffisamment tôt pour ne pas aller dans le conflit avec tout ça. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Sophie et Laurent pour parler de la gestion des communautés, de l'approche de vivre ensemble, parce que vivre ensemble autrement, c'est un sujet qui nous concerne tous, dans le sens que on voit bien l'impasse dans laquelle nos sociétés s'enfoncent de plus en plus. Nous sommes très nombreux à avoir parfois un vague désir et parfois des initiatives très concrètes pour réinventer notre vie ensemble. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 18 ans que je vis dans des communautés. Alors, il se trouve que ce sont des communautés esséniennes, mais c'est quand même avant tout des communautés humaines. Et donc, c'est un sujet sur lequel Sophie et Laurent ont voulu discuter un petit peu avec moi par rapport à mon expérience, puisque eux aussi ont une grosse expérience dans le domaine et qu'ils créent ici, à l'Oasis Poulard, près de Toulouse, une initiative de vie différente en communauté. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour en parler. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Et merci à tous de votre présence et de votre soutien. Et on est particulièrement heureux de te recevoir parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on a découvert tes vidéos, par tes vidéos notamment, tous les enseignements que tu proposes. Et pour nous, ça fait vraiment beaucoup de sens. Ça nous a fait un peu une espèce de waouh, parce que ça faisait un moment qu'on avait on était un peu en perte d'inspiration. Et le fait de t'écouter, ça a été vraiment une grande découverte pour nous. Et du coup, on continue, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Tu proposes quelque chose de très riche. Et ce qui nous amène à dialoguer ensemble aujourd'hui, c'est la continuation de cette série que nous avons commencée, qui s'appelle « Démasquer les mécanismes de la violence dans le collectif », mais pas que, parce que la violence est partout. Et à un stade où peut-être on peut en profiter pour donner un petit peu de nouvelles aux gens qui nous suivent, c'est que bien sûr le gros du conflit, la période chaude, elle est derrière nous maintenant. Parce que nous avons quitté notre collectif, nous avons réaménagé dans un autre lieu. Et donc on est en phase à nouveau de débutant, mais avec une expérience de 20 ans derrière nous. Donc c'est une phase qui est assez intéressante, assez riche à partager. Et ce qu'on a envie de poser avec toi aujourd'hui, c'est plus un partage de nos expériences dans le collectif, puisque toi aussi tu as longuement vécu en collectif. Mais peut-être avant qu'on commence vraiment dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et d'où tu viens? Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Alors moi, je m'appelle Guillaume Kézak, je suis papa, je suis professionnel, j'ai travaillé très longtemps dans les maisons d'édition, je suis un prêtre essénien, j'ai aussi une dimension dans le sacré, dans les mystères, dans la mystique, qui est très importante pour moi depuis que je suis très jeune. J'ai été choisi par la voie essénienne, donc c'est la façon, le mode opératoire par lequel j'exprime et j'explore toute cette religiosité, ce mysticisme à l'intérieur de moi, mais je le nomme souvent juste par respect, parce qu'il y en a plein, et que donc on peut être tout ce qu'on veut dans la vie, ou ne pas avoir d'étiquette d'ailleurs, ça ne me dérange pas, mais parce que pour moi c'est une identification qui est importante. Et je suis aussi naturopathe, j'ai une formation et j'ai pratiqué plus de 7 ans avec des milliers de personnes l'approche, le soin, la thérapie, l'aide à la guérison. Et donc, je suis aussi un passionné d'histoire, de géographie, de culture générale, de cinéma. Et donc, ça fait que je me suis rendu compte un jour que je posais un regard qui était conditionné par ma propre tradition, ma propre voie spirituelle, et que beaucoup de personnes trouvaient ça intéressant parce que c'était un peu original, un peu différent, et que ça permet d'avoir comme une espèce d'angle complémentaire aux expériences de chacun.
Et donc j'ai créé une chaîne YouTube absolument, quasiment par hasard il y a 4-5 ans. Et puis j'ai été très surpris de découvrir que des gens étaient intéressés par ce que je racontais. Et c'est un peu comme si je m'étais rendu compte de la valeur de mon expérience. Et donc j'ai augmenté mon équipe pour pouvoir proposer ces partages à un plus grand nombre. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis que je veux juste partager mon expérience et mon point de vue, qui est parfois un peu théorique et puis qui est parfois pratique et vécu, sur tout un tas de sujets, vraiment sur le passé, le présent, l'avenir et dans tous les domaines que je connais. Et j'aime bien faire ça. Et j'aime bien du coup rencontrer plein de monde parce que moi j'adore faire ça aussi. J'ai beaucoup voyagé et je voyage beaucoup. Et puis nous, ce qui nous interpelle beaucoup, c'est qu'en plus, comme tu assures comme une continuité par rapport à notre thématique. Puisque l'idée, c'est vraiment qu'on puisse regarder ensemble les mécanismes de la violence dans les collectifs. Parce que pour nous, c'est un sujet très très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 oasis de vie en France, donc c'est en train de vraiment de se développer parce que les gens, il y a un appel un petit peu comme ça par rapport aux problématiques qu'on vit, que tout le monde vit, sur essayer de se regrouper pour tenter une autre aventure de vie, vivre autrement, avec un peu des cohérences qu'on recherche en tout cas. Et la problématique de la violence vient frapper à la porte assez vite. Donc ça, c'est un peu notre point de départ. Et là où je suis super content, c'est que tu es la première personne à qui on propose aussi, parce que c'est ton expérience de vie, un petit peu ton approche un petit peu sur ce que tu proposes aussi toi, ou en tout cas ce que ton expérience dans la vraie vie des communautés, dans la vraie vie des collectifs, puisque les personnes jusqu'à présent, c'était plutôt des personnes spécialistes des conflits, qui étaient super, vraiment inspirantes pour nous décortiquer, nous remettre en question nous-mêmes sur ce qu'on avait pu pas voir, tous les angles morts, etc. Et là maintenant, tu inaugures une nouvelle étape où peut-être on va aller chercher des personnes qui à la fois vont nous parler de leur expérience par rapport à la violence et aussi des moyens d'y remédier un petit peu. Voilà, donc l'idée, ce serait plutôt d'avoir ces deux volets-là, ce serait vraiment intéressant. Okay. Est-ce que pour toi aussi, ton expérience est passée par une forme de tentative d'incarner une vie un peu idéale, avec des idées très, très, très belles, avec beaucoup de valeurs, et est-ce que toi aussi tu as atterri dans le réel avec des événements qui ont pu être violents ou perturbants, ou en tout cas questionnants, qui t'ont emmené vers peut-être prendre la mesure même peut-être adopter des outils pour arriver à gérer cet aspect-là. Comment ça s'est passé pour toi, ton atterrissage dans le collectif en fait? Eh bien écoute, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que moi, depuis que je suis vraiment très jeune, j'ai un sentiment, vraiment une sensation très très forte d'inadéquation. Et mais tu vois, je m'en suis rendu compte avec le temps en écoutant beaucoup de personnes, parce que beaucoup de gens vont dire, oui, moi depuis que je suis jeune, je me sens pas bien, je vois qu'il y a un truc qui cloche. Mais du coup, je me rends compte que ma particularité, je suis pas le seul, mais chez moi particulièrement, c'était très fort, la certitude que j'avais raison et que c'est ce monde extérieur qui n'allait pas. Tu vois, et donc, ça a jamais réussi à s'implanter chez moi dans la croyance que moi, j'étais pas bien, que moi, je devais changer. Tu vois, donc, j'ai toujours eu je sais pas pourquoi, mais une certitude que autre chose était possible. Ça veut pas dire que moi, j'étais bien, j'avais raison, mais que j'avais raison de savoir qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ce monde-là, et que autre chose fonctionnait et était réel ailleurs. Et donc, très jeune, j'ai voulu autre chose. Et donc, à 16 ans, j'ai rencontré le mouvement essénien. Je me suis mis à fond dedans. Mais en réalité, depuis 14 ans, c'était conscient. C'était parfaitement conscient. Donc, j'ai eu 2 années très difficiles, de 14 à 16 ans, où je me disais que c'était ailleurs, mais c'était pas là. Et donc, je trouverais jamais rien ni personne. Ça a été vraiment souffrant. Et donc, à 16 ans, j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer les miens comme le vilain petit canard. Je prends souvent cet exemple parce que c'est vraiment cette sensation de dire, mais c'est ça, je savais bien que, tu vois, que ça existait, que j'étais... J'ai vraiment eu l'impression de rencontrer les miens. Pas forcément d'ailleurs dans un mouvement spirituel unique, mais juste dans une façon de voir le monde et de se positionner. Et le simple fait de rencontrer des adultes qui s'estimaient eux-mêmes en chemin transformatif, c'était un soulagement, parce que ce que je trouvais difficile, c'est de rencontrer toujours autour de moi des adultes finis et certains. Et le seul chemin qu'ils me proposaient en tant que jeune,
C'était que je devais me développer jusqu'à me cristalliser dans une forme finale qui devait intervenir vers l'âge de 20 ans et qu'ensuite j'allais vivre toute ma vie telle que j'étais construit, tu vois. Et que donc il fallait vite avoir un diplôme, de l'argent, une voiture et tout ça pour pouvoir être un adulte heureux. Et moi, ça ne me parlait pas du tout comme modèle, tu vois. En tout cas, je ne le ressentais pas. Et donc, dès que j'ai eu 18 ans, puisqu'il fallait passe ton bac et puis tu verras après, tu seras heureux. Donc j'ai quand même passé mon bac, ça a été vraiment difficile. C'était comme, tu sais, le final d'un marathon, là, tu sais, la ligne d'arrivée. Donc à 18 ans, j'ai pu faire mes bagages et me rendre compte que justement, voilà, tous les êtres qui m'aimaient, qui étaient de ma famille, en fait, m'ont tourné le dos instantanément parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ma démarche. C'était vraiment hors cadre. Et j'ai pu intégrer donc ma communauté essénienne au sens même physique. Et donc ma particularité, c'est que à 18 ans, j'étais pas du tout fini, j'étais pas un adulte fonctionnel, et donc je me suis fini en tant qu'adulte dans une communauté, et j'étais en relation avec des adultes quand même au moins 10 ans plus âgés que moi. Et certains beaucoup plus, certains en fin de vie, certains, tu vois. Donc ça a été un laboratoire parce que moi je suis très observateur. Et donc j'ai observé des adultes justement de tous horizons venir et se mettre ensemble dans un tout petit espace géographique et se confronter. Donc de ce point de vue-là, c'est très original. Excuse-moi, j'interromps un peu ton récit, Non, juste pour est-ce que tu peux préciser, parce qu'il y a quelques jours on m'a posé la question, c'est quoi être adulte en fait? Est-ce que toi tu as une définition de cette étape? Pour moi, la différence entre enfant et adulte, comme je dis souvent, je reviens à la biologie, à la matière, au réel, à l'organique, pour essayer de voir comment a été fait la création au départ, parce que pour moi, il y a une intelligence qui a créé la vie et qui a mis à l'intérieur tout. Nous nous en sommes éloignés, mais il faut s'en rapprocher ou au moins l'observer comme point de référence. Ça ne veut pas dire qu'on la suit absolument, mais... Donc quelle est la différence entre un enfant et un adulte? C'est la responsabilité. Et du point de vue de la nature, à partir du moment où une créature peut se reproduire, elle est responsable de ses actes, parce que la reproduction est un acte. Et donc quand tu fais un acte dont les conséquences sont irréversibles, et dont la conséquence c'est qu'il y a un autre être qui va rejoindre la communauté des créatures, c'est une sacrée responsabilité. Et donc, être adulte, on est d'accord, c'est une théorie, parce que je pense qu'on n'en finit pas de devenir adulte. Mais c'est devenir capable, ou au moins conscient, de la responsabilité de ce qu'on engendre dans le monde, et de son pouvoir créateur en réalité. Donc tu vois, je pars de l'exemple des gonades. À la puberté, les gonades s'activent et tout d'un coup, tu deviens capable de te reproduire. Et donc, tu n'es plus en train de jouer, mais ce que tu vas faire en interaction avec quelqu'un engendre quelque chose dont les conséquences sont permanentes. Et toute ta vie, on va te rappeler les conséquences de ce moment-là. Ton enfant, il est là pour toujours. Hein. Tu peux pas dire non, mais moi, je n'étais pas là, je ne me rappelle pas. Et oui, mais il faut sortir de cet état-là. Et donc, pour moi, tant que tu veux avoir cette attitude, mais moi, je ne sais pas, j'étais pas là, c'est pas ma faute, je m'en suis pas rendu compte, c'est infantile. Ce qui n'est pas un problème, mais il faut le savoir. Ça veut dire que tu es dans la partie de toi-même qui est dans l'enfance. Est-ce que ce n'est pas toute la société qui est un peu dans cette phase? Et donc je pense que voilà, ce qu'on regarde aujourd'hui dans la société avec le désastre écologique, même le désastre social, c'est une enfance, et je pense que c'est très symptomatique, c'est qu'on veut prolonger l'enfance à tout prix, on veut continuer à dormir, on veut garder les yeux fermés de force, alors que la vie nous secoue. On veut que la fête continue, on veut que le rêve continue. Et après, si tu regardes un peu plus loin, tu t'aperçois qu'il y a des êtres qui sont réveillés et qui essayent de maintenir l'humanité dans cette espèce d'infantilisation générale en disant « nous gérons, nous pensons des lois, les causes et les conséquences, c'est nous qui les fixons dans les tribunaux et les textes de loi et de normes. Ne vous inquiétez pas, restez inconscients, nous allons vous dire la conséquence de vos actes. » Donc si tu fais un délit, la conséquence est déjà dans le code pénal. Tu comprends? Donc tu te tournes du coup vers une autorité parentale qui est le gouvernement, qui elle va te dire quelle est la conséquence. Mais en réalité, tu n'es jamais en prise directe avec la conséquence. En tout cas, le système se voudrait comme ça. Et donc pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui marche consciemment
vers cette responsabilisation permanente qui est de plus en plus profonde, de plus en plus subtile. Donc c'est un état qui n'est jamais fini en réalité. Mais au moins à partir du moment où tu sais que c'est ton chemin de vie et que c'est ta démarche permanente, ton attitude de vie, pour moi tu te rapproches de l'état d'être d'adulte. Ça serait ça, tu vois. Donc voilà, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de sexe, tu vois, c'est vraiment... La responsabilité. Ouais. Ça rejoint la réflexion qu'on avait l'autre jour où, en se demandant qu'est-ce qui fait qu'une civilisation a une fin à chaque fois que la civilisation elle croît et puis elle atteint un seuil et puis après elle s'effondre. Et moi ce qui m'est venu c'est qu'elle fonctionne avec des institutions qui se substituent à cette responsabilité dont tu parles en fait. Ce qui est dramatique, je trouve, quelque part, c'est que moi, on m'a éduqué en me disant que le propre de l'humain, c'était la civilisation, tu vois. Il y avait des singes, puis d'un coup, il y avait des espèces de singes un peu plus intelligents avec une massue, puis tout d'un coup, tu vois, puis tout d'un coup, la civilisation apparaît. Ah, enfin, on sort des ténèbres et de l'horreur absolue, tu vois. Et puis, et en fait, plus tu vois une civilisation se développer, plus tu vois une substitution à l'expérience directe et à la maturation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est dur d'être responsable des fois, dans le sens où la vie vient te réveiller des fois à coups de bâton. Et des fois c'est souffrant et tu dois passer par cette phase que nous on appelle adolescence, mais en fond on vit tout le temps des adolescences. Vous êtes bien placé pour le savoir, tu as des crises des fois de croissance, tu as des illusions qui tombent. Il faut vraiment comprendre que c'est juste une période d'adolescence dans une partie de ta vie. Dans les couples, on le vit, dans les relations parents-enfants. Je veux dire, nous, les parents, on vit des adolescences avec nos enfants. Nos enfants nous remettent en question dans les fonctionnements qu'on avait établis pendant quelques années. Voilà, on le sait. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des êtres qui, jusqu'à la fin de leur vie, n'arriveront pas à un grand degré de responsabilité et qui nécessiteront certains membres de la communauté qui sont plus matures en tant qu'âme et plus capables d'être. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des hiérarchies et puis des organisations. C'est que c'est vrai qu'il y a des êtres qui sont capables de voir plus loin que d'autres et que ces autres n'arriveront pas à anticiper que l'hiver va arriver et qu'il faut faire des provisions. Et donc il faut des êtres qui imposent qu'on fasse des provisions, parce que si on écoutait tous ces êtres très infantiles, eh bien on ne ferait pas de provisions et on serait tous morts pendant l'hiver. Parce que personne dans le... Tu vois. Et donc... Tu ouvres un champ énorme là. Tu comprends? Ça veut dire que quand on se réunit en communauté, en cercle de parole, on prend le bâton et à tour de rôle, et puis que si on prend un fonctionnement démocratique à la majorité, eh bien à la majorité, on a voté de ne pas faire de provisions cette année parce qu'on est fatigué, et bien peut-être qu'on va tous mourir, tu comprends? Et oui. Donc... Tu es en train de bousculer des certitudes qui sont quand même bien ancrées dans le milieu justement des collectifs intentionnels, hein, de justement... gouverner à tous, que la voix de chacun soit équivalente. Tu es en train de balayer tout ça en étant très, très factuel. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que ce que tu amènes est très inspirant. Enfin, pour ça qu'on te sollicite, c'est que vraiment, à la fois, c'est super dur de porter cette posture aujourd'hui dans nos milieux. C'est parce que les gens voient ça d'une violence, tu vois. On parle de violence, là, pour eux, c'est ultra violent. Dire ce que tu dis et qui se projettent dans une communauté avec des gens qui ont pour eux comme des privilèges, tu vois. Ils ne voient pas que la responsabilité c'est une charge, mais ils le voient comme un privilège parce que je suis assis sur mon trône avec mon sceptre, tu vois, et puis je vais dire ça oui, ça non, enfin tu vois, une espèce de truc comme ça qui est, Charles Rogeman nous l'a appris, un rapport souffrant à l'autorité, tu vois, enfin ce côté pathologique souffrant à l'autorité parce que quand j'étais petit, les enfants, etc., mes parents, ils m'ont pas donné tout ce que j'avais besoin, enfin tout ce qu'on veut. Et du coup, tu parles de déresponsabilisation qui crée du coup une vraie différence avec des gens qui, eux, auraient manifesté dans leur existence une forme de responsabilité qui leur donnerait des droits que certains n'auraient pas. Si je reformule, c'est à peu près ça? Oui. Ah, c'est chaud. Mais c'est un rôle. C'est un rôle. Oui, non, mais d'accord. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre la nature comme référence pour essayer justement tout de suite prendre du champ avec nos réflexions et nos échanges. En général, même à l'intérieur de toi, tu dis, ok, je m'aventure dans un terrain là parce que j'arrive à des conclusions qui pourraient être dangereuses. Ok, prenons la nature comme exemple. Eh bien oui, dans la nature, chacun a un rôle, une fonction, et même la physique, si tu veux, les lois de la physique mécanique te montrent ça. C'est-à-dire que si tu lâches une pierre, par la force de gravité, elle va tomber, et la matière qui est en dessous va se prendre une charge sur la tête.
Et elle va être choquée du poids de la... Tu comprends? Ouais, Et oui, mais les humains, même avec ça, ils vivent tellement, je trouve, dans des constructions, des imaginations même, que ils ont perdu contact avec ces simples sensations corporelles qui nous ramènent au réel. Et je pense que justement, ce qu'on appelle autorité, pouvoir, hiérarchie, on pourrait peut-être réinventer des mots ou se passer de ces mots-là ou complètement les revisiter, les dénuder. Et tu vois, j'étais en entrevue avec un danseur acrobate il y a quelques jours et tu pourrais lui demander s'il y a une hiérarchie et une hiérarchisation et une priorisation dans son corps de ses mouvements lorsqu'il fait des acrobaties. Et à vos âges, à nos âges, on a le même âge, on le sait, si la vie n'est pas une succession d'acrobaties, alors c'est rien. Donc ça veut dire que dans la vie, tu as sans arrêt une hiérarchisation, une priorisation de tes postures intérieures, tu vois, tu as des priorisations de tout ce que tu fais. Eh bien, donc, si c'est valable à l'échelle micro d'un individu même, c'est nécessairement valable à l'échelle macro. Et donc, pour moi, le laboratoire fondamental de ça, là où on devrait l'apprendre de façon justement amoureuse, organique, décomplexée, simple, sans mauvaise arrière-pensée, c'est la famille. Et tu vois, dans le noyau familial, nous devrions avoir appris de façon, mais vraiment j'insiste, viscérale, ça veut dire inconsciente même, tu vois, de façon tout à fait naturelle, la hiérarchie. C'est-à-dire que tu devrais avoir appris que ta maman, quand tu es un bébé, que tu as faim, que ta maman est en train de te changer et toi tu pleures, et bien en fait elle a raison. Il faut que tu attendes 3 minutes pour prendre le sein, parce qu'elle a quelque chose à faire. Et elle sait mieux que toi. Et tu dois être capable de soumettre ton désir, ton besoin très fort, très violent même. C'est de la violence. Hein. Tu as un désir violent de téter. Tu as allaité tes enfants peut-être, Sophie. Des fois tu as vu, hein, quand l'enfant a faim, c'est instantanément, il se met à hurler, la terre s'effondre, il a faim maintenant. Et toi tu es en train de faire une autre chose. Il doit être capable de soumettre son désir pendant un petit moment bien sûr, parce que toi tu sais une chose qu'il ne sait pas, parce que toi tu as une vision plus grande et globale. Normalement à ce moment-là, il y a un transfert mémoriel, énergétique, de sagesse, d'expérience qui fait que tu es capable de comprendre que des êtres ont une vision plus globale, plus générale de toi, que toi de ce qui se passe. Mais encore faudrait-il que ce soit réel, parce que de mon point de vue, il y a bien belle lurette que ce n'est plus le cas, parce que nous ne sommes plus des êtres naturels. Oui. Et du coup, ma mère, par exemple, m'a raconté qu'elle, pour allaiter, elle regardait l'horloge. Elle attendait, oui, donc oui. le bébé il pouvait toujours pleurer, c'était pas son problème. Alors je connais ces injonctions, tout à fait. Ouais, ouais. Et elle pesait son bébé pour savoir s'il avait assez tété. Oui. S'il avait assez, pof, Oui. on arrête. Oui. Donc pour moi, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu décris, qui pourrait être interprété comme une relation de domination, parce que moi je suis très 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 sensible à ça, c'est vraiment mon sujet. Donc c'est très très fin la différence entre comme je suis un adulte, je sais ce qui est bon pour toi, c'est pour ton bien d'Alice Miller, et ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe éthologique, c'est une catastrophe humaine. Je suis vraiment un adulte responsable, et donc j'ai une vision, une expérience, une perception que je peux partager avec toi, et que de toute façon, comme on vit en symbiose, eh bien, ce que je sais, ce que je suis, va s'inscrire en toi tout à fait naturellement. Et ce sont deux choses différentes, parce que sinon, effectivement, l'enfant est dans le vide et l'abandon, et ça, il ne peut pas vivre ça non plus. C'est un être d'attachement, il a besoin de l'autre. Donc, où est-ce qu'on se situe là? Enfin, moi, ça me semble presque. Moi, j'en suis arrivée à dire, et peut-être, dis-moi ce que tu en penses, mais que l'enfant étant plus proche de la source, j'aurais tendance à faire plus confiance à ses manifestations à lui qu'à celui de l'adulte complètement dénaturé et complètement coupé de toutes ses fonctions et ses habiletés naturelles qui devraient être au service de la vie et qui en fait ne le sont plus. Mais tout à fait. Alors je te rejoins tout à fait. Justement, je prends un exemple pour montrer l'endroit originel de la vie où il devrait y avoir la plus grande
pureté dans le sens de ce qui est originel, la plus grande présence de la source de la vie, de l'intelligence naturelle. Et je connais très bien ces injonctions de la génération de ta maman où les médecins expliquaient que les mamans devaient laisser leurs enfants pleurer et les allaiter uniquement toutes les 3 heures pour les rythmer et qu'on devait les peser pour être sûr qu'ils profitent, sinon il fallait passer au lait artificiel. Voilà. Mais justement, est-ce qu'on pourrait essayer de revenir avant ? Parce que tu vois, ma démarche, je me suis rendu compte que parfois, à cause de notre culture, je pense que c'est très culturel, nous avons été largement biberonnés au progrès et au mythe. Et nous avons été dans une espèce de conditionnement que nous devons fabriquer notre futur, nous devons fabriquer le mieux, nous devons inventer quelque chose, réinventer quelque chose, même nous-mêmes. Et quelque part, ça nous mène à l'intelligence artificielle et à tout ce qu'on est en train de faire. Et je me dis, ok, si on prenait la démarche inverse en disant on doit détricoter et défaire pour revenir, pas dans le mythe du bon sauvage, mais parce que moi, je t'assure, mon voyage en Afrique m'a énormément marqué. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'habitais en Afrique. Et j'ai rencontré des êtres très proches des pygmées, des êtres qui étaient à l'époque, en plus, vraiment proches d'un mode de vie ancestral. Et j'ai découvert une très grande intelligence. Alors l'intelligence est liée au milieu, c'est-à-dire que ces êtres vivaient dans une forêt équatoriale qui ne correspondrait pas à l'Ardèche, par exemple. On n'a pas les mêmes repères, la même nature, les mêmes saisons. Et donc, je me suis rendu compte que moi aussi, il fallait que je fasse justement plutôt machine arrière que machine avant, parce que j'étais encore dans cette espèce de mythe, tu vois. Et donc je me dis, ok, mais avant ta maman, il y avait qui ? Et avant ta grand-mère, il y avait qui ? Et avant ton arrière-grand-mère, il y avait qui ? Et ça me ramène à ton collier. Ton collier, c'est une écriture pour nous dire, rappelez-vous de qui était avant et avant et avant et avant. Et si on remonte, nous sommes de moins en moins, et à l'origine, il y a une intelligence. Et tu vois, dans l'enseignement essénien, nous disons qu'il y a une mère universelle, qui est la Terre, mais que ce n'est pas juste la Terre que nous percevons avec nos sens, avec des arbres et des rivières, c'est qu'il y a une intelligence extraordinairement plus grande que nous, et que cette intelligence a la capacité de nous créer, parce que dans le fond, à travers notre mère qui a fait notre corps physique et notre père, il y avait elle, c'est elle qui l'a fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut demander à tous les pères et les mères du monde comment vous avez fait ce bébé, ils vont te raconter un petit événement, mais enfin, c'était très court par rapport, oui, mais comment vous avez fait son pancréas ? Et pourquoi vous l'avez mis là ? Tu comprends ? Voilà. Et ça, c'est la mère universelle qui l'a fait, et que donc, elle est à l'origine de tout. Et qu'il y a une intelligence dans la relation parent-enfant. Il y a une intelligence naturelle. Et ça serait vers ça qu'on irait, à travers cet exemple dont je parle. Je suis conscient justement du gap, on dirait aujourd'hui, du vide, tu vois, dont tu parles, mais il faudrait creuser de ce côté-là, par exemple. Donc, parce que du coup, on revient à la notion de hiérarchie, pour le coup, qui se développe, et qui vient questionner, mais de manière extrêmement brutale, pour le coup, tout le mouvement des communautés intentionnelles, qui justement, alors en réaction souvent à des principes justement où dominant-dominé, on a dit non, maintenant plus de dominant, plus de dominé, réaction. Tout le monde égal, tout le monde équivalent, et c'est comme ça que ça va être le salut, quoi. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais le sujet est juste. Enfin, de mon point de vue, il est juste de le poser, ce sujet-là. Oui. Et après, l'idée, c'est de se dire, ok, nous, notre expérience, c'est de se dire qu'effectivement, à cet endroit-là, en fait, c'est pareil, c'est mortifère, c'est anti-vie. Parce que nous, on a vécu des blocages insolubles. On a vécu parce qu'il y a une objection qui ne peut pas se lever, quelque chose qui bloque tout un système et qui potentiellement, quand tu es immobile, c'est la mort, c'est plus possible, quoi. Donc on est vraiment sur des enjeux parfois où on ne peut pas se permettre le luxe d'être dans l'immobilité longtemps. Même des fois, à la sortie de cette réunion, il faut qu'il y ait un résultat. Et dans ces cas de figure-là, voilà. Alors il y a pas mal de communautés qui sont encore jeunes aujourd'hui, qui démarrent, et qui donc encore sont dans ce feu de « ouais, c'est génial, on a refait la société ». Je me vois quand je te dis ça, parce que c'est ce que j'ai vécu dans ma chair pendant des années. Tu serais venu avec ton truc, je t'aurais dit « non mais Guigui, pardon, mais non en fait. Nous, regarde ce qu'on fait, on refait une société, c'est génial. Regarde, tout le monde est là, tout le monde décide de tout. Et regarde, on fait 20 baraques, on fait des trucs. Enfin, regarde comment, tu vois, on fait quoi. Ça se réalise. » Donc il y avait, tu vois, en même temps, cette croyance qui était vraiment le fruit d'une expérience qui finalement s'est avérée erronée. C'est-à-dire qu'au final, après toutes ces années
de réalisation. On s'est vraiment pris la gouvernance partagée en pleine face, on va dire. Et on se retrouve aujourd'hui, moi j'appelle ça la gouvernance dynamique, c'est ce que je propose aujourd'hui dans les collectifs ou dans les entreprises même. Et en fait, c'est vraiment le verrou de sécurité, le joker, en fait, il est entre les mains d'une personne, ou d'un collège, ou d'un petit groupe de gens responsables. Et on en revient à ce que tu avances un petit peu, c'est-à-dire qu'en tout cas, qui ont une responsabilité vis-à-vis de la raison d'être, vis-à-vis de l'organisation, qui ont une responsabilité même juridique, pénale ou autre, qui vient se matérialiser à travers ce que j'appelle le joker. C'est-à-dire, attendez, là, ok, on peut faire tous les processus de concertation qu'on veut, etc., d'une manière assez équivalente. Mais si moi, je vois qu'à un moment donné, moi qui ai le joker dans mes mains, il y a un truc qui bloque ou qui crée un danger que vous ne voyez pas, moi, j'ai le droit de le faire valoir. Ce que tu décris, ça me fait vraiment penser à une expérience de parents. Et pour moi, vous êtes des parents, mais pas seulement de super enfants, vous êtes des parents au sens plus large. Vous commencez à devenir même des grands-parents dans l'âme, tu vois. Parce que quand tu es jeune, tu tombes amoureux. Si la nature, on l'empêche pas, 9 mois après, t'es parents, en gros, hein, physiquement. Et tu te dis, on est un couple, on est une famille, puisqu'on a fait un enfant. Mais en fait, après, avec le temps, tu te rends compte que, non, c'est pas parce que tu t'es rassemblé en collectif que tu as sorti 20 chalets de terre, que tu es un collectif et une société et un nouveau village. C'est pas parce que tu as fait un enfant que tu es une famille. Ouais, non, mais d'accord. mais il y a effectivement une phase où c'est l'impression que ça donne. C'est l'impression. C'est comme tu as l'impression quand tu es un ado que quand tu as du poil, ça y est, tu es un homme, tu vois. Tu es une femme, ça y est, tu vois. Je mets des soutiens-gorge, c'est un statut social qui change. Mais dis donc, s'il suffisait de ça, d'ailleurs, c'est ce que certains peuvent nous montrer aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une apparence pour être, tu vois, malgré des efforts. Donc, moi, ça me fait penser à ça. Tu sais, quand j'étais jeune, mon père écoutait tous les dimanches Michel Fugain et le Big Bazar. Et j'ai grandi dans cette espèce d'écho des années 70, des communautés. C'était vraiment notre société, c'est notre société, il n'y a pas de patron, pas d'employé. C'était ces paroles-là. Hein. On invente complètement autre chose. Les patrons, c'est des cons, il n'y a plus d'argent. Voilà. Moi, je suis né au cœur de ces années-là, c'était dans l'air, partout. Il y avait le grand conflit au Larzac, tu vois. Donc, quelque part, c'est l'air que j'ai respiré tout le temps. En plus, j'ai été dans tu sais, aux Éclaireurs de France, c'est comme les scouts, mais c'était en version laïque, ultra de gauche, anarcho, libertaire. Moi, j'ai vraiment grandi comme ça, quoi. Et voilà, on avait des kéfiers parce qu'on soutenait les Palestiniens. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais tu vois, j'ai grandi là-dedans. Et oui, et sauf que voilà, quand tu grandis, tu t'aperçois qu'en fait, on représente souvent dans certaines traditions Dieu par un triangle. Il y a des triangles dans beaucoup de traditions. Il y a des losanges qui sont l'union de 2 triangles. Dans les entreprises et les associations, le conseil d'administration, il faut être 3, parce qu'on sait très bien qu'à 2, on peut être en situation de blocage. Et on sait très bien qu'il faut un 3e. Jamais 2 sans 3, disait Jésus. Et pour moi, un couple, c'est pas 2, c'est 3. Et je pense qu'on devrait revenir à des réflexions sur des fondamentaux qui sont un peu loin des fois de concrètement nos situations de vie, mais pour avoir au moins un point de référence intelligent qui pourrait nous montrer concrètement après peut-être un manque. Et que oui, il faut qu'il y ait une personne qui est le joker, qui est un dernier mot décisionnaire quand on arrive à un blocage. Et là, tout de suite, je trouve qu'on arrive sur cette histoire de réaction. On disait le mot, on est en réaction parce que, tu vois, je me le suis rapidement dit dans ma vie en communauté. Je me suis dit, mais dans le fond, on sort tous, là, on est la génération qui sortons du néant. On est dans une génération c'est le radeau de la méduse, si tu veux. On est juste des survivants dans un océan du chaos. Moi, c'est vraiment l'impression très forte que j'ai eue quand j'étais vraiment très jeune adulte, que j'ai commencé un peu à sortir de ma souffrance d'adolescent, tu vois, de juste l'envie de sortir. Après, j'ai réalisé que notre société faisait naufrage et que j'étais un survivant du naufrage, j'avais quitté le bateau en train de couler pour me remonter et flotter. Mais j'étais juste à la surface d'un océan agité. Et donc je regardais les adultes autour de moi et je me suis dit, ok, on peut être adulte, avoir même vécu toute sa vie, être à la retraite et être en fait juste un survivant du chaos, avec comme seule référence intérieure la hiérarchie, les trucs d'entreprise, l'éducation nationale, toute la culture de la violence qui est dans notre société, comme seul référent intérieur.
Et je me suis rendu compte que voilà, les seules propositions, les modes de fonctionnement en réunion décisionnaire et tout ça, en fait, c'était juste des copier-coller des conseils de classe, des conseils d'administration, des réunions patrons, tu vois, d'un monde que je voulais quitter. Et je me suis dit, en fait, ce monde est toujours là, à l'intérieur de nous tous. Parce que moi-même, dans le fond, j'avais quoi à l'intérieur de moi? L'état d'être d'un écolier, avec voilà, les profs tout-puissants, les conseillers d'orientation, tous ces trucs-là, conseillers d'éducation, c'était l'horreur. Parce que moi, j'étais un très mauvais élève en plus. Donc, petite parenthèse, quand j'étais au collège, la conseillère d'orientation avait toujours des chaussures à talons qui signalaient son arrivée. Et donc, dans le couloir, j'étais en salle de classe par exemple, on entendait ces talons arriver, ça se rapprochait de la porte. Et littéralement, hein, j'avais une sueur froide parce que je me disais, c'est pour moi. J'ai vécu comme ça des années, dans la terreur totale qu'on vienne me chercher, parce qu'effectivement, on venait souvent me chercher, tu vois. Non, mais quand même, c'est horrible de faire ça à un jeune. J'ai grandi comme un juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'impression permanente d'être inadéquat, d'être non désiré, d'être traqué et de devoir être éliminé et de devoir ma survie à la compassion à extrême limite de quelqu'un. C'est quand même, tu vois, ça marque. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient partager Oui, ça, exactement, je sais, hein, tu vois. que- Et donc quand je me suis retrouvé en réunion collective d'une communauté, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on vient tous de ce monde-là et on n'en peut plus, quoi. Et donc, je me suis arrivé très jeune à cette impression qu'on était en réaction contre ce monde, mais que c'était finalement pas suffisant. Parce que oui, on avait réussi à se retrouver là, acheter une terre, être ensemble dans cet endroit, c'était comme... Ah. Mais pour passer à la phase 2, tu vois, il manquait un petit quelque chose. D'accord. Et du coup, ça s'est passé comment dans ton expérience, justement quelle rencontre tu as faite avec la réalité cette réalité relationnelle qui est là et qu'on partage un peu tous, en tout cas en Occident? Oui. Parce que tu parlais tout à l'heure des pygmées qui sont donc des êtres non civilisés, si je... Voilà, c'est affreux, ils n'ont pas Internet. Ben oui, et donc voilà, donc eux ils sont en dehors de peut-être de tout ça, en tout cas ça mériterait vraiment une étude à part, mais pour nous tous qui sommes soumis au même modèle en fait de société, quand on se retrouve avec ces bagages-là à vouloir faire autrement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est justement là que pour moi la démarche essénienne elle est intéressante, c'est que on part, c'est comme une expérience scientifique, tu sais, tu as un postulat, c'est-à-dire je postule que l'eau bout à 100 degrés, et après tu dois le vérifier par tout un tas d'approches différentes et tout ça. Donc le postulat, c'est que l'univers est intelligent et que nous sommes une création de cette intelligence. Et que donc même si dans notre expérience et notre perception, on est dans un désordre, il y a une intelligence fondamentale et qu'elle est inscrite au cœur de notre mémoire, mais que nous pouvons cheminer pour la retrouver. Et cette intelligence, elle a la particularité d'être une. Et paradoxalement, elle nous rapproche de une unité globale et en même temps de notre unité, de notre unicité propre. Et ça, je trouve ça magique parce que ça veut donc dire que Laurent peut être lui, toi tu peux être toi, moi je peux être moi, et en même temps, à l'intérieur de chacun de nous, il y a aussi la même chose. C'est comme, tu vois, ça fait disjoncter le mental rationnel dans lequel on a été éduqué parce que c'est comme contradictoire. Et je pense que l'expérience humaine, c'est de vivre cette espèce de paradoxe permanent qui crée un déséquilibre, mais qui engendre un équilibre permanent, comme quand on marche, tu vois. Et je trouve ça magique. Et quand tu arrives à percevoir ça, même un peu de façon vague, c'est comme une bouffée d'air frais. Et ça crée, je pense, c'est ce que les anciens appelaient la foi, tu vois, chez les chrétiens, d'avoir la foi. C'est une espèce de pressentiment que tout va bien aller. Parce que la solution, elle est là. Et en même temps, ça nous oblige à bouger en permanence pour essayer de la retrouver à l'intérieur de nous. Et tu vois, je rejoins ce que tu expliques, Laurent, dans le sens que face à une situation de crise, tu sais qu'il y a une solution, mais en même temps tu ne l'as pas, eh bien, il faut être capable, à un moment donné, de la constater. C'est-à-dire de constater ce qui est, et non pas ce que tu veux faire ou ce que tu voudrais qu'il soit. Et de te rendre compte d'une évidence et d'accepter l'évidence aussi. Tu vois, de lâcher prise,
Donc tu es à la fois tout le temps dans un mouvement de construction, d'essai, de fabrication, de transformation volontaire, et à un moment donné dans un lâcher-prise complet en disant bon bah écoute, j'ai essayé toutes les postures, mais à l'évidence il y a quelque chose qui est. Et par exemple de se dire, il faut peut-être qu'il y en ait un qui ait un joker. Tout à fait. Tu vois, c'est comme la grosse renonciation et le constat de cela est. Tu vois, c'est comme... Et c'est, pour moi, tu vois, c'est une démarche de maturité. Ça ne veut pas dire que c'est justement, ça ne veut pas du tout dire que c'est final. Bien au contraire, Mais tu vois, c'est même une étape. on inaugure quelque chose de nouveau. Carrément. C'est ça. Carrément. Bon, nous, ça se fait ici parce que du coup, quelque part, l'expérience qu'on a vécue, qui était assez violente pour nous et pour les gens en général, hein, c'était une violence. Et pour les enfants. Évidemment, pour les enfants, leur famille, 50 enfants sur le carreau, évidemment, enfin tout ça. Et nous, on n'a pas pu le matérialiser là-bas, en fait, parce que du coup, il y avait un groupe qui était déjà focus sur un fonctionnement qui était justement beaucoup plus collégial et qui refusait vraiment cette dynamique-là. Et au contraire, même moi, quand j'ai dû sortir mon joker, parce que j'en avais un pénal, en fait, enfin j'en avais un juridique, tu vois, j'étais gérant d'un truc et tout, donc il fallait... Et comme il y avait un désaccord qui continuait, qu'on n'arrivait pas à résoudre, ça a été un des aspects qui a mis vraiment le feu aux poudres, tu vois, en disant non, là maintenant, on va faire comme je veux, parce que vous voyez, c'est mon nom qui est sur ce papier. Et ça a été un déclencheur cataclysmique un peu, tu vois. Tu vois, ce qui est intéressant aussi qu'on se parle aujourd'hui, c'est que je suis en train de créer une communauté en Grèce, avec 30 années d'expérience. Donc c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de modes de fonctionnement, avec, autocratique, totalement collégial. J'ai fait tous les... Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que ça va dépendre des personnes qui sont présentes. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'accepter, qu'il peut y avoir différents modes de fonctionnement dans différentes oasis. Mais aussi, pour moi, ce qui est très important, que j'entends dans ce que tu racontes là, Laurent, c'est que la raison pour laquelle nous nous rassemblons, elle est très importante. Et ça, tu le vois déjà à l'échelle micro dans un couple ou dans une amitié. Si, par exemple, tu développes une amitié à la chasse, tu es chasseur, tu développes une amitié de chasse avec des chasseurs, ton amitié, elle est quand même dans un contexte de circonstances. Et ça serait un peu prétentieux de dire que ton amitié, c'est l'amitié avec un grand A, qui sera à toute épreuve dans tous les contextes de la vie. On sera toujours amis, je serai toujours là pour toi, parce que dans le fond, il y a des grosses circonstances qui sont présentes. Et tu n'as jamais testé cette amitié de chasseur dans un autre contexte. Et probablement que la plupart de tes amis vont disparaître. Tu vois. Donc, si tu crées une communauté intentionnelle avec ce gouvernement, tout le monde parle et tout le monde est égal et tout ça, eh bien effectivement, il faut que ça fonctionne comme ça. Et l'expérience collective sera la limite du projet. Donc tout d'un coup, sortir un joker alors qu'au départ, tu avais rassemblé tout le monde en disant on décide tous de tout, effectivement, je pense que ça clash complètement et ça détruit le projet en soi. Comme faire un couple autour d'un projet commun et puis tout d'un coup, au bout de 10 ans, changer complètement de projet, de mode de vie, d'idée, d'identité, effectivement, ça peut mener à un divorce, puis ça serait peut-être même normal parce que effectivement, le mouvement de départ n'est plus là pour l'autre, puisque toi, tu changes de mouvement. Donc je pense qu'il faut accepter la relativité aussi de nos expériences de vie et ne pas chercher à faire de nos projets collectifs des absolus. Je le dis parce que, à cause de la dimension idéale dont on parlait, nous les humains, je trouve qu'on est facilement fanatiques et dogmatiques. Vraiment. C'est comme, oui, mais pourtant, quand on sort d'un monde tellement dur et tellement dogmatique, fanatique, on pense que voilà, parce qu'on est hippie ou marginal, tout d'un coup on est dans une grande liberté, une grande fluidité, mais je pense que c'est propre à l'être humain d'être facilement dans la certitude d'avoir raison. Et puis tu enseignes toi-même que finalement le fanatisme est en soi quelque part aussi. Que ce soit un fanatisme pour ça ou pour autre chose, finalement, cette dimension un peu super punchy là, finalement, elle reste, qu'elle soit au service de ça ou de ça, quoi. Mais c'est parce que quand tu y penses, tu tombes amoureux d'une femme, tu tombes amoureux d'un homme. Tout d'un coup, tu as un projet, tu veux vivre ensemble. C'est une forme de fanatisme, parce que c'est une forme de création de relations exclusives. Donc, ce qui est dans un excès qu'on peut appeler fanatisme, c'est simplement la forme excessive, déséquilibrée de simplement l'exclusivité, la concentration, la dédication, je ne sais plus comment dire en français, l'investissement
je veux dire, quand tu as un bébé, tu as une relation exclusive avec ton bébé, et il faut. Et quand tu es en train de construire un bébé dans ton utérus, mais il faut que tu sois exclusive. Tu peux pas tout d'un coup dire non, il me semble que je vais mettre de l'énergie. Tu vois. Donc, je pense que le fanatisme, c'est juste un excès. À un moment donné, tu dépasses le... Et avec les enfants, on le disait bien, tu as une relation de hiérarchie, mais elle est absolument vitale, fondamentale et primordiale, parce que dans ton corps même, il y a des hiérarchies. Ton cerveau priorise et hiérarchise en permanence tous les fonctionnements physiologiques. Donc c'est quelque chose de naturel. Mais à quel moment, et la ligne est très fine, tu dépasses la ligne d'équilibre pour t'imposer à un être ou pour lui faire sentir qu'il est ce qu'il n'est pas. Enfin, et donc c'est pour ça que je disais que la famille, c'est normalement le lieu de l'expérience fondamentale de cet équilibre ou du déséquilibre. Et oui, alors du coup, comme les familles, souvent, c'est souffrant, c'est des histoires pas faciles avec des gens qui arrivent de là, du coup, de leur enfance un peu cabossée, etc. On se retrouve dans une espèce de je sais pas comment l'appeler, tellement c'est complexe, quoi, quelque chose de très difficile, avec plein de gens en plus qui cumulent les casseroles qui se trimballent, dont je suis, hein, dont je fais partie, et du coup, voilà, on est tous concernés, enfin je crois qu'on est tous concernés par ça, et du coup on se retrouve avec 20, 30, 40 personnes qui vont vivre sur un même lieu, donc on partage le territoire, le matériel, on mutualise plein de choses, potentiellement même un peu d'argent, voire un modèle économique qui fait qu'on va même travailler ensemble, enfin, on met tous les œufs dans le même panier, il y a un côté comme ça. C'est quoi ta solution là? Justement, je pensais à Sophie quand tu disais ça, parce que les gens vont dire « Oh, c'est la fille de Pierre Rabhi ». Donc si tu veux, ils se disent que justement tu n'as aucune casserole. Parce que tu as une enfance tellement extraordinaire et tellement parfaite et tellement reliée au réel, dans la simplicité, tout ça. Ils peuvent avoir des attentes très importantes et une imagination très forte sur ce que tu vas... Chut, Sophie parle. C'est la voix de Pierre, tu vois, qui... Et oui, c'est intéressant, tu vois, la posture dans laquelle tu es et dans laquelle je suis aussi. J'ai la prétention, moi, de me planter devant 250 personnes et de dire « je vous explique la vie », tu vois. C'est très intéressant. Ma solution, je vais te la dire. Parce que j'ai vécu dans tout ça, donc je connais bien. C'est pour ça que je vous ai dit au début, je suis prêtre chez les Esséniens. C'est-à-dire que l'enseignement essénien dit que dans la normalité, dans la simplicité, tout homme, toute femme a, dans un étage de son être, une nature de prêtrise, c'est-à-dire de service à l'universel. Et c'est-à-dire que dans une partie de ton être, tu es comme dans la réceptivité à ce qui est global. Ainsi, tu t'assures d'avoir une reliance, une connexion, une inspiration possible à l'universalité qui fait que le fait que tu es par ailleurs un être tout à fait unique et personnel avec des buts personnels, des envies personnelles, est relié au collectif, mais collectif même végétal, on n'en parle pas souvent, minéral, animal, stellaire, qui fait que tu repositionnes ta personnalité et que tu circonscris tes désirs, tes besoins et tes envies dans le respect des autres créatures et qui fait que tu parviens à un moyen terme, je ne sais pas comment on dit, à une harmonie, à un équilibre entre tes propres besoins d'existence personnelle et ceux de l'autre. Mais cette solution ne se trouve pas à l'horizontale dans le 2, elle se trouve dans le 3. Parce que s'il n'y a pas un troisième au-dessus de nous, pour nous raisonner, pour nous calmer, pour nous harmoniser, pour nous assagir, on va rester dans une dualité. Et le troisième, pour toi, le troisième larron, là, ce serait la raison d'être du projet, ce serait ce qui a été construit ensemble. Exactement. C'est ça? Normalement, ça serait ça. Ce serait ça. Alors tu le vois dans les religions, c'est le prêtre en tant que personne qui sert de point de référent pour régler les conflits. Avant, on allait voir le Seigneur parce qu'on avait un conflit, le pommier, est-ce qu'il est à toi ou à moi? On allait voir le Seigneur du coin pour qu'il tranche. Tu sais, c'est l'histoire de Salomon. À qui est cet enfant? À moi, non à moi, donnez-moi une épée, je vais le couper en deux. Et puis il y a une seule des deux femmes qui dit non, non, tant pis. Et l'autre, elle dit oui, oui, allez-y, coupez-le en deux. Donc Salomon, il comprend tout de suite à quel enfant, tu comprends? C'est des bons exemples, tu vois, un peu archétypal, comme ça, mythiques des processus. Oui, à quoi la personne est reliée.
c'est pour ça que le projet au départ, il est vachement important. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit que pour moi, une communauté, par exemple, de permaculture, c'est pas suffisante et ça va se casser les dents parce que si au-dessus de nous, le seul idéal qu'il y a, c'est la permaculture, ce qui est une technique de culture absolument essentielle, mais je trouve que c'est trop faible comme troisième. Et je veux finir en disant que l'histoire d'avoir un prêtre à l'extérieur comme point de référent, c'est bien parce que ça peut gérer beaucoup de sociétés humaines. Tu vois, c'est le marabout, c'est le chef du village, bon, ça existe dans toutes les cultures. Mais c'est pas suffisant parce que tant que c'est à l'extérieur, eh bien c'est infantile. Mais normalement, un parent permet à son enfant de lui-même progresser vers sa propre maturité. Donc de devenir aussi lui-même son propre organisateur et d'arrêter d'avoir besoin de quelqu'un qui l'organise. C'est quand même l'idéal de tout cheminement, tu vois. Et c'est pour ça que la vision essénienne, c'est que chacun de nous a à l'intérieur de lui une partie de prêtrise et qui, son devoir en tant que membre d'une communauté, parce qu'il y a des devoirs dans les communautés, tu sais, on parle des droits de l'homme, il y a aussi des devoirs, c'est de s'assurer qu'il se relie justement à cette partie de lui-même qui fait que dans une conversation, une discussion un peu conflictuelle, à un moment donné, la raison va se manifester à l'intérieur de chacun, mais c'est la raison qui est supérieure à nous tous. Et qui fait que n'importe lequel d'entre nous peut prendre la parole en proposant une solution. On va tous sentir qu'il a raison. Même si c'est quelqu'un qui n'a aucune part avec la problématique, des fois la solution arrive de lui. Un enfant va dire à ses parents des fois, mais papa, maman, pourquoi on ne fait pas ça? Si tu as ton cœur ouvert, tu vas dire, mais carrément. Nous, ça fait 6 mois qu'on bute sur la question, puis il nous le sort comme ça, tu vois, parce que voilà, il a sa reliance propre. Mais tu vois, ça vient pas du hasard, ça vient pas du chaos, ça vient pas de... Parce que voilà, on a tous nos casseroles, nos blessures, et si on se réunit juste entre nous, survivants du désordre, eh bien, en réunion, tout d'un coup, une personne va s'opposer parce que dans son enfance blessée, elle a un conflit, un problème avec l'autorité, et que juste parce qu'il y en a un qui manifeste une autorité, elle va s'opposer par principe. On l'a vu, moi j'ai grandi dans les années des gros conflits sociaux en France avec les syndicats, les fermetures d'usines. Je veux dire, on était inondés de ça, quoi. Ça ne finissait plus. Mais ça va loin parce qu'Alice Miller disait que si le nazisme a pu prendre racine en Allemagne, par exemple, c'est parce que beaucoup d'Allemands partageaient le même traumatisme éducatif et notamment le devoir d'obéissance et puis la peur de l'autorité, etc. Et que ça a été vérifié après dans les études de Milgram, etc. Mais dans les collectifs intentionnels n'échappent pas à cette règle-là, c'est-à-dire qu'on arrive tous plus ou moins avec les mêmes casseroles en fait. Et du coup, ce qui va se cristalliser, ce sont aussi des enjeux relatifs à la relation de domination, aux zones de pouvoir, aux enjeux d'argent, de territoire. Et parce qu'on arrive tous avec quelque chose de blessé avec ça. Donc la difficulté, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on pourrait prendre conscience de ça suffisamment tôt pour ne pas aller dans le conflit avec tout ça. Et l'un des outils qu'on utilise beaucoup dans les collectifs intentionnels, c'est la communication non violente. Et je rebondis là-dessus parce que je t'ai entendu dans une vidéo dire que l'être humain a tendance à parler à s'arrêter à ses besoins. Et même en communication non violente, bon, je ne sais pas si tu connais le cheminement, mais c'est vraiment les faits, les sentiments, les besoins qui se cachent derrière les sentiments. Puis après, on cherche une solution à partir de ça, à partir de mon besoin. Mais effectivement, si on ne triangule pas, comme tu dis, et que ça s'arrête à un besoin... face à un autre. Face à un autre besoin, oui, effectivement, qui est peut-être antagoniste en plus à ce moment-là, comme quand, par exemple, un enfant n'a pas envie d'aller se coucher, et puis le parent a envie d'aller se coucher, il tombe de sommeil, eh bien... On sent l'expérience. Voilà, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc, a priori, le parent va prendre le pouvoir sur la situation parce qu'il est grand, raisonnable, il sait ce qui est bon pour l'autre, etc. Et dans le risque, par rapport à avoir une hiérarchisation dans les collectif, c'est celui-là, c'est que la personne qui a la main, elle risque de prendre le pouvoir sur les autres en exprimant un besoin qu'elle va peut-être argumenter comme supérieur. Et ce qui m'a intéressé dans
ton enseignement, c'est que ce que tu proposes, c'est de dire, mais non, mais il y a autre chose. Il y a un autre espace qui est au-delà des besoins des uns et des autres, et auquel on peut se relier pour incarner la forme la plus juste dans la situation. Par contre, le chemin d'accès à cette information-là ou à cette énergie-là, Oui, c'est parce que c'est parce qu'en disant ça, tu ouvres la porte de la religion, donc de la théorie, donc de la loi religieuse qui, par nature, doit être supérieure à toutes les autres. Enfin, tu vois, voilà, on part sur complètement une autre direction. Il y a certains pays qui fonctionnent, qui sont des théocraties, et donc voilà. Et oui, donc on en a été nous-mêmes à des moments, et je ne parle pas de ça. Et pour moi, une des clés, c'est la compétence. Et une des clés, c'est le côté organique, mais dans le sens propre. C'est-à-dire que si nous avons chacun de nous un corps qui est constitué d'organes, qui réussissent à fonctionner ensemble et à faire ce qu'on appelle la santé, et à faire un corps, nous avons en permanence sous le nez un maître en organisation fonctionnelle, en santé. Et nous sommes là en train de nous casser la tête pour savoir comment fonctionner ensemble, alors que chacun de nous en a un sous le nez. Je veux dire, c'est incroyable. L'homme c'est vraiment surprenant, tu vois, vraiment. Et donc, j'aime bien cette idée de compétence parce que quelle est la voix du foie dans la discussion collective? Tu prends le bâton, le foie, vas-y, c'est à toi, exprime ce que tu veux. Mais le foie ne va jamais dire ce qui lui passe par la tête, ses traumatismes d'enfance et tout. Il va parler dans sa seule compétence. Eh bien, tout le monde va l'écouter. Parce qu'il sait ce qu'il dit. Puis je vais te dire un truc, vaut mieux l'écouter. Parce que si toi, je sais pas moi, toi le tympan, tu dis, alors pas du tout, mais moi j'en ai rien à faire du problème de toxines. Ben évidemment, toi t'es pas concerné par les toxines, tu sais même pas ce que c'est une toxine. Mais si, je sais ce que c'est, j'en ai vu une passer. Oui, mais tu ne les gères pas. Tu n'as aucun pouvoir sur les toxines. Toi, tu es les sons. Et le foie dirait, moi je trouve pas que le son soit trop fort. Et le tympan dirait, non, moi je vous dis que le son est trop fort. Moi je trouve pas, je m'oppose à cette décision, donc on va pas bouger le volume. Et oui, mais regarde. Non, mais c'est de ça dont il s'agit. Et oui, mais donc essaye de transposer ça dans une réunion humaine, tu arrives à l'histoire de compétences. Et que et oui, et que donc dans une famille, normalement, c'est un mot un peu dur, parce que comme s'il y avait une anormalité, une normalité, mais dans l'essence naturelle des choses, dans les communautés, moi j'adore cette histoire de compétences parce que ça te donne un espace de respiration et d'autonomie et de souveraineté. alors est-ce qu'on flirte pas avec la méritocratie là? Non, pas dans le sens où... C'est-à-dire que, bon, je vais te donner un exemple Oui. très récent Dis-moi. qu'on vit en ce moment, nous. Oui. C'est que justement, il y a une personne qui brandit, pour moi, un peu violemment et un peu souvent, je suis compétent, j'ai 30 ans d'expérience, j'ai un diplôme, donc c'est moi qu'il faut écouter. Ou pourquoi vous venez pas me consulter, quoi? Pourquoi vous faites des choses et que vous venez pas vers moi? C'est pas normal. Voilà, cette personne. Et dans le groupe, ça fait un drôle d'effet, en fait. Oui, on pourrait prendre l'exemple aussi. Oui, j'ai envie de Tu vois ce que je compléter. veux dire? Ouais, c'est-à-dire que on a pu avoir, par exemple, aussi dans le passé, c'est un exemple que justement dont on a parlé récemment, une personne qui avait une compétence pareille extraordinaire, qui nous a refait un mas en pierre, en étayant dans des baies vitrées, enfin un truc, tu vois, le truc pouvait s'écrouler, ça s'est pas écroulé, enfin, tu vois, vraiment un truc super. Sauf qu'on avait un vrai problème, c'est qu'il était compétent, mais qu'il n'était pas du tout raccord avec ce que nous on impulsait en termes de, justement, du troisième, tu vois. Tu parlais du 2, là, on était au 3, nous, raison d'être, une forme de bienveillance, en tout cas de non-violence ou quoi, qu'on essayait d'incarner, et lui, en fait, son mode opératoire, c'était juste le bâton, quoi, tu vois. Il fouettait les gens psychologiquement, il les humiliait, c'était juste sa façon de faire. Il me dit, de toute façon, le bâtiment, c'est comme ça, va falloir vous y faire, les petits gars, vous connaissez rien, toi, t'es éducatrice, moi, je suis bûcheron, laisse tomber. Moi, je suis dans le bâtiment, là, on est en train de refaire une baraque, donc c'est moi. Et là, on avait un problème. Et du coup, on n'a pas pu continuer, et il a fallu que cette personne s'en aille. Enfin, ça a été un des premiers gros os qu'on a eu à ronger à cette époque-là, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ces maisons se feraient dans ces conditions-là. Tu vois, avec cet état d'esprit-là, alors que nous, notre sujet, il était ailleurs. Donc, tu vois, ramener aux humains, ça se complique un peu. Oui, mais
C'est la même chose, je trouve, parce que finalement, à travers cet exemple, vous avez pris conscience que vous, ce qui était au-dessus de vous comme troisième, ça ne pouvait pas seulement être une compétence. Il fallait aussi qu'il y ait une attitude, un état d'esprit. Et oui, mais donc, vous le rajoutez. Donc c'est une compétence aussi, oui. Oui, c'est une D'accord. compétence. C'est-à-dire que la compétence technique pure dans un collectif, elle suffit absolument Ça pas. suffit pas. Parce qu'on sait que ce qui va faire que le collectif prend, c'est que les gens se sentent bien, qu'il y ait de la convivialité, Oui. qu'il y ait de la considération. Alors, moi, à contrario, je prendrais l'exemple inverse, où des fois, les membres de la communauté veulent tous gérer le forage, je sais pas, la puissance de la ligne électrique et tout ça, et puis on tourne en rond, parce que dans le fond, personne ne sait vraiment de quoi on parle, même si on regarde des tutos et des vidéos explicatives, et un jour, on décide de faire appel à quelqu'un qui va nous apporter des compétences, mais avec lesquelles on a zéro autre affinité ou partage, mais c'est délimité, dans le temps et dans l'espace. Et donc, c'est qui ce gars-là? Il va venir pendant 2 semaines, il va tirer, il va faire je sais pas quoi dans la communauté. Mais si tu veux, on le sait, on l'accepte, et il peut même ne pas nous aimer. C'est son autorité, quoi. Si on est d'accord au départ, tu vois, on le sait, on a besoin, mais on ne prend son autorité que sur le forage. Si on est d'accord. Et si on est d'accord pour qu'il fore avec, je sais pas moi, une clope au bec, Europe 1 allumé toute la journée, France Info, tu vois, une ambiance... Et tout le monde est d'accord, on est bien content qu'il ait fait le forage, il a réglé le problème de la communauté, merci beaucoup. L'échange à ce moment-là est purement financier. Tu peux tout à fait le circonscrire dans ce... Oui. Voilà. Mais ça mérite peut-être de préciser le mot compétence dans ce contexte-là. Parce qu'il y a le type de compétence dont tu viens de parler. Mais quand on est assis en cercle, j'ai l'impression que ça parle d'autre chose. Personne ne peut mieux que Sophie incarner Sophie, et personne ne peut mieux que Guilhem incarner Guilhem, et personne ne peut mieux que Laurent incarner Laurent. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a à respecter en fait. Mais alors, oui, bien sûr. On doit creuser. Bien sûr. Sauf que, je vais nuancer tout de suite, on parlait des traumatismes d'enfance, divers et variés. Et tu sais, dans l'enseignement essénien, tu as cette vision de l'homme qui a des pensées, des sentiments, des désirs, il y a des croyances, il y a une conscience. Il y a tout un tas d'environnements qui fait que l'humain, il est conditionné, déconditionné, mouvant, instable. Et que quand tu parles à un humain, c'est pas parce qu'il y a un corps en face de toi qui se souvient, qui s'appelle Laurent, Sophie ou Guilhem, que c'est vraiment ça qui parle. Et parfois, ce qui parle, c'est ton père, ta grand-mère, ton enfant blessé. Et là, ça devient compliqué parce qu'on n'est pas 15 dans la salle, on est 150. Et tu vois? Et du coup, pour moi, la responsabilité d'un individu qui veut aller vers... Parce que tu sais, pour faire une collectivité d'intention, comment vous appelez ça? Un collectif collectif intentionnel. intentionnel. Eh bien, il faut être conscient de ses intentions. Et quand on parlait, tu sais, dans les phases de la communication non violente, tu disais, derrière, il y a le besoin, on le sait, derrière, il y a des choses. Et que quand c'est pas identifié, on va tourner en rond. Donc il faut absolument mettre le doigt dessus à un moment donné, le besoin. Eh bien, l'enseignement essénien dit, mais d'où vient ce besoin? Ce n'est pas parce que tu as un besoin à l'intérieur de toi qu'il est validé et reconnu comme légal, comme juste. Il est là, mais tu dois savoir, ou tu dois au moins chercher à savoir, ou tu dois au moins relativiser que peut-être il est tout à fait transitoire, provisoire, illusoire, toxique. Il n'y a pas des gens qui ont des besoins toxiques, je veux dire, c'est quand même un b.a.-ba ça. Et oui. Et si on zappe ça et qu'on s'arrête au fait que si c'est ton besoin et mon besoin, qu'on les met à égalité, de pertinence, de légalité. Parce que je voudrais aller au fond du sujet. C'est que si on parle de violence, je sais qu'on n'en parle pas forcément là, c'est pas, mais on parle de viol. Et quand on parle de viol, on parle d'illégalité. Et si tu veux, la violence, c'est la question de la légalité d'une chose. On dit que l'État a les prérogatives de la violence légale. Non ? Bien sûr. La violence a été donnée, nous avons donné la violence à l'État. Il y a une institution pour ça. Il y a une institution de la violence. Plusieurs même. Tu te rends compte? Non, mais c'est quand même intéressant. Or, ce qui est viol, c'est violence. C'est-à-dire de faire quelque chose à une autre contre son gré. Okay. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'égalité, de la légalité. La légalité d'une chose, donc la loi. Si la loi, c'est notre troisième, c'est-à-dire notre projet de base, nous sommes une communauté de permaculture. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas permaculture sera illégal. Et quelqu'un m'a demandé récemment en conférence, je me demandais, un village essénien, c'est peut-être juste un endroit où il n'y a pas de plastique. C'est interdit le plastique.
Ce qui serait de toute façon, voilà, je suis tout à fait pour. Mais moi, je vais plus loin parce que tu peux tout à fait avoir des besoins qui sont plastiques dans le sens de matériaux artificiels. C'est-à-dire que si j'ai été biberonné à la publicité, par exemple, et que j'ai toujours un certain besoin qui me vient en fait d'une société de consommation ou d'une institution, par exemple, j'ai besoin d'être assuré par une hiérarchie très forte, parce que j'ai été créé et on a créé des besoins en moi. Pour moi, ce sont des besoins artificiels et ce sont du plastique à l'intérieur. Ça n'est pas compostable, ça ne va pas se transformer. Toute ma vie, j'aurais besoin qu'il y ait... je voudrais une police, tiens, dans votre communauté ici. Il faudrait qu'il y ait un service de sécurité, d'ordre. Et non, mais... C'est arrivé dans certaines communautés, comprends comme chez Osho aux Tu comprends États-Unis. Ben oui. Ils ont créé une armée. Voilà, même. on est en train de parler, mais c'est mon besoin, Sophie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu comprends? Pour moi, il faut encore aller plus profond dans le... Et donc, ça serait sans fin s'il n'y avait pas une loi universelle, naturelle, supérieure, à laquelle nous pouvons nous relier. Chacun. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un postulat. C'est que si j'affirme qu'il y a une loi, et que moi je suis prêtre essénien, donc je sais ce qu'est la loi, et je vais te l'expliquer, Sophie, oui. et je vais te dire comment il faut vivre et comment il ne faut pas vivre. Bon, ben alors là, on revient au point zéro. On vient déjà de ce monde-là, on va pas. Tu comprends? Qui interprète la loi? Oui. Donc, le postulat essénien, et c'est tout l'objet de notre mode de vie, c'est qu'il y a une façon de revenir vers la mer et de nous retrouver. Chacun à l'intérieur. Voilà, ça c'est le Voilà, pilier de c'est ça. l'intimité chez nous. Mais c'est ça, En c'est tout ça. cas, c'est ce qu'on Mais essaie c'est indispensable, C'est absolument effectivement. indispensable. D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, tu arrives à des compétences qui ne sont pas de l'ordre de « je sais faire un puits », tu vois. Mais c'est ça, parce que c'est ce que disait Issa Padovani aussi, c'est que ces compétences dans un groupe, si le groupe ne te les reconnaît pas, de toute façon, tu peux sortir tous tes diplômes, hein, tu peux faire un book avec. Dès lors que tu as perdu en fait l'autorité qui t'est accordée par le groupe, ça devient du papier. Tout à fait. Et ça n'est plus rien d'autre. Et moi, je l'ai vécu. Puisque pendant très longtemps, j'étais un repère, j'étais le phare, j'étais la compétence, j'étais celle qui guide le projet. Et un jour, on m'a retiré ça. Ouais. Et là, c'était fini. J'étais plus que même quelqu'un d'indésirable. Je suis devenue, je suis passée de désirable à indésirable en quelques mois. Ouais. Donc, ce qui va faire que on garde une voix qui est comme celle d'un organe vital dans l'organisation, eh bien, c'est vraiment que ce soit relié déjà aux autres organes, parce que tout seul, tu ne peux pas fonctionner. Même si tu incarnes le chef, mais que tu es tout seul, il n'y a plus de chef, en fait, il n'y a plus personne. Donc, ça veut dire que on est incapable, même en tant que chef, et moi, ça a été un peu mon désespoir. Je me dis, mince, comment je vais faire maintenant pour prendre soin de ce que j'ai créé, de mon organisation? Je peux plus, je n'ai plus les moyens d'en prendre soin. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus que le départ, si ça ne s'arrange pas. Oui. Donc, le seul moyen pour qu'on puisse prendre soin, c'est qu'effectivement, on soit au moins, au minimum, plusieurs à jouer ce rôle d'organes vitaux avec une forme d'incarnation où il y a une voix qui peut être entendue, qui peut être mise au centre, qui peut être mise à contribution et qui va prendre soin non seulement pas en priorité des besoins de l'organe, mais du centre. De l'ensemble. Voilà, du centre. Exactement. Et c'est là que tu arrives à cette notion que moi j'appelle le sacré, c'est-à-dire que sacré, c'est ce qui est toujours au-delà. Parce que si c'est pas au-delà, c'est désacralisé. Donc c'est toujours au-delà. Au-delà, et donc ça veut dire c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas à moi, c'est pas à l'autre, c'est au milieu. Et c'est à personne, et c'est à tout le monde. Ça se donne à tout le monde. Et je suis au service Exactement. de ça. Donc, et ça, cette notion de service, il a fallu beaucoup qu'on la travaille parce que souvent, comme on est dans une forme de détresse, tu as parlé du chaos dans lequel on vit, etc. Souvent, on vient pour remplir un manque et pour prendre. Oui. J'ai besoin de quelque chose là. Ma vie n'a plus de sens, je n'ai plus d'amis, de repères, ma créativité ne peut pas être utilisée. Donc, je viens pour prendre un espace où tout ça va pouvoir exister de nouveau, peut-être. Et c'est un gros malentendu aussi dans les collectifs. Moi, je vois le centre dont tu parles, dont vous parlez tous les deux. Ok, il y a le centre, super.
Moi, j'entends aussi là, qui vient me titiller, le fait de dire oui, mais alors on va se sacrifier pour la cause, tu vois, tout de suite la part qui est là et Mettre au service. qui serait plus du coup reconnue en tant que voilà, quelque chose d'intègre. Enfin, Alors, tu vois ces biais-là. oui, mais justement, je pense que tu entends certains membres d'un collectif. Parce que pour moi, une collectivité, elle est nécessairement... Tu vois, on pourrait dire c'est une hiérarchie, si on la représente à plat, mais si tu la regardes en 3 dimensions, en fait, c'est un grand cercle. Il y a des êtres qui sont plus proches du centre parce que simplement, ils sont beaucoup plus transparents, ils ont des besoins personnels beaucoup moins forts et ils sont capables d'être beaucoup plus en réceptivité, dans une impersonnalité. Okay. Et il y a en dégradé des êtres qui sont plus personnels, qui ont beaucoup plus, qui sont comme des cul-de-sac, qui ont besoin en permanence de prendre, qui vont moins faire circuler. Et c'est très bien. Et ça fait entièrement partie de la création. Donc, mais ils sont plus loin du centre. Et comment rendre ça explicite du coup? Et alors, si tu veux, je veux finir sur cet exemple, c'est que pour moi, des êtres qui sont plus comme des cul-de-sac et qui ont juste besoin de recevoir, d'avoir pour se sentir être, qui n'ont pas trop la capacité de transmettre ou d'organiser derrière eux, tu vois, eh bien, il ne faut surtout pas les mettre vers le centre. Parce que derrière eux, qu'est-ce que tu vas avoir? Du vide, une ombre. Parce qu'ils ne vont pas transmettre ce qu'ils reçoivent. Donc, ils doivent être autour. Et là, tu arrives à j'allais dire une conception, mais ce n'est pas mental, c'est une espèce de sensation organique de la hiérarchisation qui n'a que ça comme critère. Et donc, tu as une hiérarchie en cuisine, tu as une hiérarchie dans le bâtiment, tu as une hiérarchie en éducation. Parce qu'il y a des êtres qui ont cette capacité d'être beaucoup plus réceptifs et transmetteurs, qui doivent être plus en haut ou vers le centre. Et tu as des êtres qui ont juste une capacité de réception, qui sont plus vers l'extérieur ou vers le bas. Mais ça n'est pas... si tu veux, si un être est plus un récepteur-transmetteur, et que tout d'un coup il en tire un sentiment de pouvoir, en réalité automatiquement il devient un cul-de-sac. Mais oui, forcément. Et il n'est plus. Et donc il n'a plus du tout sa place, et si tu regardes dans la nature, automatiquement, progressivement, il va se retrouver à la frange extérieure de la création. Et quand tu fais des projets évolutifs comme les communautés, c'est passionnant à voir parce que tu as des pionniers qui parfois se retrouvent complètement en marge du projet au bout d'un moment. Et quelque part, si vous regardez ce qui vous est arrivé, c'était bien parce que c'était vrai. Parce que votre maturation et votre évolution dans le projet, écoutez, c'est mon point de vue, je me permets de vous le partager. Elle fait que quelque part, vous avez été progressivement éjecté du centre parce qu'effectivement, vous n'étiez plus au centre de ce projet tel qu'il est. Et vous êtes au centre maintenant d'un nouveau projet avec une nouvelle maturité. Il y a un nouveau 3, à mon avis, au-dessus de vous. Et donc, ça s'est fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des petits à-coups, des fois des petits. Tu vois. Non, mais ça vient dire aussi que on aurait, à un moment donné aussi, nous, comme dévié de notre rôle originel, qui serait que on recevait, on passait, on transmettait, etc. Et qu'à un moment donné, on en aurait fait un objet de pouvoir. C'est-à-dire qu'on se serait mis... Non, pas dans cet exemple. Excuse-moi, j'ai glissé dans l'exemple en disant que, si tu veux, ce centre, c'était le projet tel qu'il était. Et il est demeuré dans ce truc, sauf que toi, dans ta vision, dans ta compréhension des processus, dans tes envies profondes, en réalité, progressivement, tu n'es plus là. Mais les êtres qui sont rassemblés, ils sont toujours dans le même, autour du même idéal, du même projet. Mais vous, quelque part, il y a comme une nouvelle dimension qui arrive que les autres n'intègrent pas. Ils n'ont pas envie de se rassembler autour de ce centre qui change. Mais c'est ça que je ne comprends pas, Guilhem, parce que justement, moi j'ai l'impression que ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on a développé là-bas, tu vois, avec certes un degré d'expérience et tout ça supplémentaire, d'accord. Mais c'est plutôt dans les moyens, mais dans la fin, dans le désir, dans le fait de vouloir faire une nouvelle société avec plus juste, etc., un nouveau mode de vie, etc., ça c'est resté intact. Et oui, mais les moyens, c'est quand même les moyens, c'est l'expression d'une communauté. Donc on parle des moyens là, on ne parle pas du désir, on parle de comment. C'est intéressant, et moi je l'ai vécu de première main, je le sais, c'est que si tu veux, les êtres qui s'étaient rassemblés autour de vous étaient beaucoup plus concentrés sur les moyens que vous utilisiez, et ils s'identifient encore maintenant aujourd'hui aux moyens. Ils n'ont pas vraiment atteint le désir,
le désir profond qui vous anime. C'est ça. Et quelque part, il y a eu une séparation là-dessus. C'est ça. Qui est naturel, en fait. Non, mais là, ok. Et oui, mais moi, je l'ai vécu dans le domaine des Esséniens. Il y a des êtres qui se comment on pourrait dire, qui se figent, qui se cristallisent, qui se momifient sur la forme. Et qui n'arrivent pas à suivre le fond. C'est un classique, ça. C'est un grand classique. Tu comprends? Et je pense que votre particularité, c'est que vous êtes dans le fond. Et on ne l'a jamais atteint d'ailleurs. Mais justement, si tu es vivant, tu ne l'as jamais atteint. C'est ça, c'est un mouvement. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça la source. C'est pour ça qu'on dit Dieu. On a inventé un mot qui ne s'applique à rien, mais qui s'applique à tout et qui est toujours. Et c'est le sacré, c'est inatteignable, c'est toujours au-delà. Moi, je n'aurais jamais fini de devenir essénien. Bien sûr. Tu comprends? Parce que, j'espère en tout cas, si à un moment donné je fais des vidéos, je vous dis ça y est, vous m'appelez, hein, vous m'envoyez un message, vous me dites non, je pense que là, il y a un problème. Tu comprends? On n'a jamais fini l'expérimentation et tout ça. Moi, c'est ce que je pense. Et tu vois, le malentendu, pour moi, c'était important de repréciser, parce que sinon, quand tu dis, ok, vous êtes mis à la périphérie, mais moi, j'ai jamais l'impression d'avoir... Alors, dans la périphérie, par rapport aux moyens, peut-être, mais exactement. pas par rapport au centre. Donc il faut que tu réécoutes tout ce qu'on vous a reproché, tout ce qu'on vous a écrit comme reproche, essaie de le comprendre du point de vue de quelqu'un qui est concentré sur les moyens et qui ne comprend pas le feu qui vous anime, en réalité qui ne le perçoit pas. Effectivement, de leur point de vue, c'était peut-être vrai. Tu comprends? Oui, parce qu'on a fait évoluer des pratiques, on a fait évoluer en fonction justement de notre niveau de maturité et puis de ce qu'on découvrait. Donc à chaque fois, les découvertes nous amènent de nouveaux moyens et de nouvelles façons de faire. Je vais te prendre un petit exemple simple. J'étais il y a quelques jours avec un Essénien et il m'a raconté un petit peu sa vie, je ne le connaissais pas. Il m'a dit que lui, en fait, il vient d'une famille de témoins de Jéhovah, très témoins de Jéhovah, très motivés, à fond, bien comme il faut. Et donc à un moment donné, il avait comme une trentaine d'années quand même et à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et donc ça veut dire que de sa naissance jusqu'à ses 30 ans, il a été pour ses parents un fils parfait, parce qu'il était témoin de Jéhovah, il faisait tout comme il faut. Et à un moment donné, ça a été très difficile parce qu'il s'est priorisé, si tu veux, il a atteint son besoin profond, et il a divorcé, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Eh bien, ses parents ne lui parlent plus depuis 50 ans. Enfin, depuis, je sais pas, des dizaines d'années. Ses parents sont extrêmement vieux aujourd'hui, ils ne lui parlent toujours plus. Il y avait un attachement à la forme. Parce que pour eux, il devait être leur fils, témoin de Jéhovah, parfait. Et donc quand il n'a plus voulu adhérer, et donc tous les reproches que peuvent lui faire son père et sa mère, de leur point de vue, sont tout à fait vrais. Dans leur vision, dans leur perception, ben oui, c'est pas facile. Hein. Tu peux transposer cette histoire à un fils qui devait être architecte comme papa, ou médecin. Et donc quelque part, votre communauté avait envers vous des attentes, des projections, des imaginations, et vous avez commencé à les décevoir parce que vous êtes vivant et animé et évolutif dans votre quête, parce que c'est une quête quelque part, et vous êtes resté vivant. Et vous avez quitté une mue. Ok. Oui. Bien non, sûr, mais ça nous parle parce que c'est ce qu'on a vécu dans notre chair. Voilà. Et il y a des êtres à qui cette mue correspond, eh bien c'est très bien pour eux, mais vraiment vous n'êtes plus là. Mais c'est pas facile, je pense. Et je pense qu'on l'a tous vécu en grandissant. On n'arrête pas de muer, en fait, quand on grandit. Et du coup, pour en revenir à notre sujet de la violence, quand il y a un problème violent chez vous, vous faites comment? Alors écoute, moi, je ne pense pas beaucoup avec ce mot violence ou non-violence. C'est vraiment pas un mot que j'utilise beaucoup ou que j'utilise comme... Mais pourtant, on parle des mêmes choses. Hein. C'est juste que je n'ai pas l'habitude. Conflit peut-être? Oui, ou voilà, dissension, quelque chose d'un peu intense, qui touche l'émotionnel, tu vois, des gens qui, à un moment donné, ils arrivent moins à se parler, voire, comme on dit, ils se font la tronche, tu vois, enfin, ce genre de choses, tu vois, qui sont atteints dans la relation. C'est que nous, notre communauté d'intention, si tu veux, l'intention de notre communauté, c'est de vivre et d'expérimenter l'enseignement essénien dans un aspect collectif individuel. Mais il y a un aspect... Voilà, chacun est chez soi dans sa maison. J'imagine que toi, Sophie, tu fais ce que tu veux chez toi. Ça ne concerne pas vraiment la collectivité, à moins que ça déborde, ça gêne, mais ça a un impact. Mais, donc nous, on a cet aspect-là. Et donc, si tu veux, l'aspect de compétence, il est énormément valorisé parce que nous, c'est un peu l'objet de notre quête et de notre connaissance de soi.
ça, si tu veux, l'objectif, c'est de déterminer nos compétences personnelles intérieures. Je vais te donner un exemple. Tu vois, dans nos initiations, on passe des initiations, on doit reconstruire nos 4 corps des 4 éléments, on va vers la mer, on fait des choses. Et à un moment donné, tu reçois ce qu'on appelle le nom de ton âme, qui serait comme un peu la ligne directrice de ton incarnation. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Et moi, je suis des candidats à l'initiation et ces processus initiatiques depuis très longtemps. Et donc, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que tu vois, moi, au tout début, je pensais que, par exemple, le nom de ton âme ou ta mission, ça serait, moi, je serais éducatrice, machin. Et en fait, c'est souvent un peu plus profond que ça, un peu comme les besoins. C'est-à-dire que si, tu vois, la mission de ton âme, c'est d'incarner la douceur, la sagesse, la clarté, eh bien, j'ai vu des êtres qui exprimaient ce besoin profond de leur âme d'une façon complètement différente. Par exemple, tu vois, quelqu'un est coiffeur, c'est un coiffeur, et en réalité, la mission de son âme, c'est, ça peut être d'apporter la douceur. Et il peut être aussi, par exemple, responsable de coordination dans une équipe de chantier, et il a aussi comme mission de son âme d'apporter la douceur. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu peux faire concrètement, tu as des compétences concrètes, alors, variées, tu vois, coiffeur et chef de chantier, tu vois, et pourtant, à travers ça, la mission profonde de ton âme va être la même chose. Okay. Et donc, ça veut dire que c'est intéressant parce que ça t'amène à te dire, mais moi, je pensais, parce que j'ai été éduqué comme ça, que j'avais un diplôme en ceci, que j'avais un tel métier, on me paye pour faire telle chose, mais c'est pas pour ça qu'on te paye. C'est pas pour ça que tu es venu vivre. Tu vois? Et donc, je trouve ça fascinant et du coup, ça ouvre complètement. Et donc, dans une réunion ou dans une présence de communauté, nous sommes ensemble pour faire un rituel, pour manger des pizzas. Et chacun amène ses compétences, mais elles sont de cet ordre-là. Mais c'est ça. Et alors, du coup, ça vient complètement préciser ma question tout à l'heure par rapport aux compétences qui sont autour d'un cercle, tu vois. Je voulais te dire ça tout de suite, mais on a parlé d'autre chose. C'est super chouette. Parce qu'alors, du coup, aussi, on peut regarder les gens complètement autrement, parce qu'en se demandant, mais dans la systémie du groupe ou de l'organisation composée d'organes, c'est quoi ta raison d'être? Et donc, du coup, je rebondis sur cet intervenant que vous aviez fait venir pour rénover ce bâtiment et puis qui était vraiment trop... il n'avait pas votre approche au quotidien. C'est là que tu peux tout d'un coup être... tu comprends la tolérance et ces histoires d'inclusion et tout. C'est-à-dire que quand tu gardes l'œil rivé sur la force première d'un être, ce qu'il vient vraiment apporter, tu comprends que parfois, il s'adjoint comme une cuirasse des choses qu'on lui a collées dans son éducation, dans son milieu social, peu importe, et qu'il pense qu'il est ça, et puis que c'est aussi une force. Tu le vois. Et tu peux supporter plus de choses parce que dans le fond, quand tu vois que quand même il apporte sa compétence fondamentale, tu l'aimes comme il est, même si tu espères qu'avec le temps, ça va un petit peu s'alléger parce que le reste peut être lourd à vivre. Ouais. Et donc, dans une réunion de collectivité, voilà, tu as toujours la petite madame qui va toujours râler pour un truc, mais par ailleurs, elle exprime énormément sa compétence. Tu peux jauger, du coup, d'un rapport de bénéfice versus inconvénient, tu vois. Et tu peux sentir l'équilibre au-delà de juste... Parce que, tu sais, en petite communauté, on a beaucoup des affinités, des répulsions, tu vois, j'aime pas. C'est normal, parce qu'on est beaucoup plus proches les uns des autres. Donc voilà, il y en a un qui est toujours lourd, parce qu'il a toujours ce genre de conversation, parce qu'il a ce comportement, il fait ce genre de remarques. Mais si par ailleurs, tu vois que en compétence, il exprime très fortement ce qu'il est, puis il en fait bénéficier la communauté, bingo. C'est génial, merci. Moi, ça m'aide beaucoup, là, dans ce qu'on est en train de vivre, ce que tu nous dis. Et du coup... c'est comme ça que je veux bâtir ma communauté essénienne, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Par exemple, tu vois, moi, et alors nous, on associe ça aux 4 éléments, puisqu'on a 4 corps, tu vois, on a un corps de terre, on a un corps d'eau, on a un corps d'air, on a un corps de feu. Et dans chaque corps, on a des forces, des qualités, et on a aussi des faiblesses, des tendances qui vont être vraiment toxiques. Le reste n'est pas vraiment important. Donc ça aussi, ça te laisse toute une latitude en te disant... Je me prenais la tête parce que j'avais telle habitude, mais finalement, en fait, c'est pas important.
personne m'en fait le reproche et j'ai pas à m'énerver là-dessus. Non, parce que tu sais, il y a aussi la quête de la perfection, tu vois, il faut être... Donc, tu te concentres sur des forces que tu as, et tu sais qu'elles sont super fondamentales, et que c'est les plus efficaces, et que les autres, c'est ce qui transparaît le plus de toi. Par exemple, tu vois, moi, je suis un éducateur, un enseignant. Mais c'est pas vraiment ça mon activité. À travers ça, je fais quelque chose d'autre qui est vraiment ma force. Ok. Et c'est souvent le retour que si je réussis bien à faire ma chose, parce que je pourrais aussi être, parce que j'ai le goût de l'enseignement, je pourrais être un enseignant hyper dogmatique. Je pourrais, tu vois, et comme tu disais tout à l'heure, avec la maman et son enfant dans le rapport, la ligne, des fois, elle est dure. Et c'est pour ça qu'en ayant accès à ces forces à l'intérieur de toi, c'est un champ de possibles vraiment enthousiasmant, et individuellement et collectivement. Et du coup, même quand t'es parent, des fois tu te tritures un peu l'esprit. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on l'a respecté dans sa différence? Mais en même temps, il fallait lui signifier cette chose-là, tu vois. Je trouve que c'est génial d'être un papa, une maman dans tes forces. En ayant un œil sur tes faiblesses, parce que tu sais qu'elles sont potentiellement là. Et le reste, on se détend, tu vois. Et est-ce que dans vos communautés, il y a, parce que tu as parlé d'inclusion, est-ce que la notion d'exclusion existe malgré tout, malgré ce que tu viens de dire, tu vois, sur la reconnaissance de chacun dans ce qu'il est profondément? Est-ce que quand même, il peut y avoir... Oui, c'est arrivé vraiment qu'on exclut des êtres. Et de toute façon, c'était déjà là. Et quand on va leur en parler, en fait, ça se fait... c'est un détail parce que c'est comme devenu, quand on est rendu là, c'est vraiment... on le valide quand on le constate. C'est une validation, Ouais. et puis dans le fond, la personne attendait que ça, ou elle avait juste besoin qu'on lui signifie, ou elle avait besoin de dire, ah ben voilà, évidemment, vous me rejetez. Parce que dans le fond, elle a tout créé pour poursuivre son schéma d'être rejetée, pouvoir aller ailleurs en disant, ouais, j'étais chez les Esséniens, ils m'ont rejeté. Oui. Puis elle va faire toutes les communautés. C'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il y a un couple qui est arrivé, puis qui nous ont dit qu'ils venaient d'une communauté, ils avaient été rejetés, ça avait été horrible. Et moi, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et voilà, pas longtemps après, on a compris pourquoi. Voilà. Les gens qui ont besoin de rejouer un scénario. Voilà, ils sont dans une répétition. Voilà. Une Mais avec croyance. avec ce recul, si tu veux, et avec cette espèce d'intelligence, tu vois, c'est une espèce d'intelligence naturelle qui est entre nous, et à laquelle on se relie consciemment et qu'on appelle dans nos vies. Et avec cette espèce d'ambiance, d'atmosphère, ces personnes-là ne se sont pas approchées très fort en réalité du centre de compétences de la communauté. Donc, en frange, en marge, il y a tout un tas de mouvements, et je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs, moi, tu vois, si tu regardes, je fais une activité comme ça qui est de l'ordre de l'émanation. Je partage. Je ne fais qu'émaner, partager. Je ne vous permets pas réellement de toucher l'intérieur. C'est parce que j'estime que c'est une démarche personnelle, individuelle. Tu vois, de t'inscrire sur mon site, de suivre des formations, d'aller plus loin. C'est chaque être qui va remonter un courant si ça lui correspond. Mais même dans ta manière de parler, je me suis fait la réflexion, c'est qu'en fait, tu dis des choses incroyables, des fois, qui pourraient faire réagir, tu vois. Mais comme on a commencé quand tu ouais. disais, oui. Et en fait, tu le dis, il y a quelque chose qui émane de toi, que tu le dis avec une telle douceur et puis une telle... en fait, ça dit, prenez si ça fait sens pour vous, sinon vous laissez, quoi. Et il y a ça, c'est un message qui passe vraiment dans ta manière de... Mais tu vois, ça s'est produit par la maturité, parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment très dogmatique. Et donc, je connais bien ce sujet. Je l'étais vraiment. Tu vois, quand je suis devenu végétarien à 16 ans, moi, j'aurais été à les mettre... Mais bon, j'avais 16 ans. J'aurais mis des bombes dans les abattoirs. Pour moi, c'était... Ça me fait rire parce que maintenant, je vois des véganes qui font ce genre d'action. Oui. Voilà. Et je trouve ça complètement idiot. Et j'ai aucun... Mais j'aurais jamais mangé à la même table que quelqu'un qui mangeait de la viande. Enfin, tu vois, j'étais tout feu, tout flamme. Et c'est normal. Je veux dire, c'est un âge où tu as besoin de tracer tes frontières, de créer ton espace de respiration, de te séparer de tes parents. Enfin bon, on est banal, hein. Et donc je connais bien tout ça. Et tu vois, quand je suis devenu, j'ai fait des études de naturopathie, j'ai eu une pratique qui a très très bien fonctionné, j'ai vu énormément de monde. En même temps, mes premiers enfants devenaient adolescents, et ça m'a vraiment fait maturer. Et je me suis rendu compte en tant qu'éducateur, tu vois. Dans ma fonction d'éducateur, je me suis rendu compte de plein de choses. Et j'ai vraiment complètement lâché prise sur
sur le besoin d'être, c'est même pas validé parce que c'est pas ça, mais c'était le besoin que l'autre fasse comme moi je dis parce que je veux son bien et que s'il fait ce que je dis, bah, il va vivre mieux lui aussi. Tu vois, j'ai complètement lâché prise et j'ai compris qu'en fait, tu ne sais pas quel est le moment juste pour l'autre personne pour comprendre, tu ne sais pas quel est le moment juste pour changer. J'ai vu plein de gens qui sont venus me voir et qui étaient malades, mais vraiment physiquement, hein, et qui n'étaient pas du tout prêts à changer, donc pas prêts à guérir. Et bien ça c'est difficile parce que ça te remet en question dans ta compétence. Parce que tu sais ce qui est bon pour lui, il suffirait qu'il le fasse, il guérirait. Mais il ne veut pas guérir dans le fond. Tu comprends? Il vient juste pour être plein, il vient pour être validé, il vient pour tout un tas de besoins et de motivations profondes. Mais tu vois, j'ai exploré tout ce pan-là, en même temps avec des enfants adolescents, donc là tu es au cœur du sujet. Et je me suis dit, mais ça a été assez rapide, mais je me suis dit, en fait non, il faut les laisser. Parce que dans le fond, la dame qui est en train de te parler, elle ne t'écoute pas, elle ne veut pas faire son petit changement, elle ne le fera pas pour l'instant. Okay. Donc je me suis complètement détendu, j'ai lâché prise. Et maintenant j'enseigne comme ça. J'aimerais juste un petit mot sur l'inclusion. Est-ce que c'est quelque chose qui existe chez vous ou pas? Alors justement, si tu penses qu'il y a une intelligence supérieure à toute chose, qu'il y a une intelligence organisatrice naturelle, qui nous organise même nous-mêmes, tu n'as pas toi nécessairement, si tu veux l'inclusion, ça serait se compliquer la tête, parce que qu'est-ce qui doit être inclus dans les racines d'un arbre dans sa fabrication? Est-ce que l'arbre se dit, est-ce que j'inclus cette chose ou pas? Il sait. Et naturellement, une chose va trouver sa place. Et donc, pour qu'une personne s'inclue dans une communauté, elle doit trouver la pièce du puzzle qui lui correspond. Et elle doit partir du principe que si sa place est là, ça va se faire. Si elle est, non pas en recherche d'approbation, de validation ou d'accueil ou d'inclusion, mais si elle est qui elle est. Okay. Moi, je crois que toute créature sur Terre a une place dans la création. Personne n'a été créé en plus, pour rien, mal. Je ne pense pas que quelqu'un soit mal créé, vraiment. Je pense que tout être est parfait comme il est. Par contre, qu'il ait à traverser certaines couches intérieures pour être vraiment plus dans son unicité, dans son originalité, eh bien ça oui, parce qu'on vient d'un monde de chaos et qu'il y a une espèce de travail de défrichage à faire. Tu vois, a posteriori, quand je vois ce mouvement de retour à la terre, de retour aux sources des années 60-70, tout ça, de réinstallation, réappropriation de ces hameaux en Ardèche, tout ça, dans le fond, c'était un acte extérieur qui était le prétexte à une démarche intérieure de sensation de recherche d'origine, tu vois. Et je pense que au-delà de ce qu'on fait à l'extérieur dans les formes, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de nous, dans notre âme. Et il y a des êtres qui ne le voient pas et qui sont très dans les formes extérieures et qui veulent s'accrocher à des formes, il faut leur laisser. Parce que ce qu'on leur laisse, c'est juste la forme extérieure. Ils vont faire leur propre chemin. Et nous, il faut vraiment être concentrés sur cette démarche intérieure parce que c'est la seule qui va nous amener toujours plus loin. La connaissance de soi. Oui. Donc merci beaucoup parce que du coup ça veut dire que c'est de la temporalité, c'est l'expérience vécue qui va faire que la pièce du puzzle, si je reprends ta métaphore, elle va se mettre toute seule à sa place en fait par les processus de l'expérience qu'on va vivre ensemble. Quoi. Exactement, parce qu'elle va nous offrir sa compétence vraie. Ouais, c'est ce qu'on découvre en fait. Le gars il vient en disant moi je suis maçon, je vais vous aider à la maçonnerie, puis finalement c'est pas vraiment ça. Peut-être ça peut être ça à l'extérieur, mais dans le fond sa vraie compétence elle va être... Je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui va nous amener un sentiment de force et de confiance parce qu'il l'a énormément. Et quand tu le croises, que tu lui dis bonjour le matin, bah je sais pas, tu avais un peu un doute et tout, puis tu dis allez, on va y arriver. Tu sais pas pourquoi, mais il te le transmet, il l'exude. Tu vois, il le parfume, il parfume l'air, tu vois. Et ça fait du bien, exactement. Et si tu regardes toi, Sophie, tu exprimes des compétences profondes au-delà de la forme, et toi aussi, Laurent, et tu vois. Donc d'être concentré sur ça et d'essayer toujours de le voir chez l'autre aussi, ça permet de traverser tellement de choses. Okay. Ouais, merci beaucoup, Willem, c'était vraiment passionnant et très riche. Grand plaisir de reprendre le fil avec toi. Voilà, et vraiment on invite ceux qui le souhaitent pour poursuivre plus profondément dans cet enseignement à te rejoindre sur ta chaîne et puis les contenus que tu proposes. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.